Tu connais ce moment étrange où tu pénètres dans une pièce bondée et où, soudain, tout autour de toi semble se resserrer. Les voix deviennent un bourdonnement lointain, ton propre cœur bat dans tes oreilles, et tu as l'impression que tous les regards sont des projecteurs braqués sur tes moindres défauts. Tu te sens transparent, et en même temps, terriblement visible. C'est une contradiction douloureuse, n'est-ce pas? Vouloir exister, vouloir laisser une trace, et en même temps, souhaiter ardemment que le sol s'ouvre pour te dissimuler à tous. Ce combat intérieur, je le connais. Je le connais intimement. Et si tu es là, à écouter ces mots, c'est que toi aussi, tu le connais. C'est que tu as senti ce frein à main tiré en toi-même, cette main invisible qui te retient quand tout ton être voudrait s'élancer. Tu es ici parce que, quelque part, tu crois qu'il doit y avoir un autre chemin. Une manière de se tenir dans le monde qui ne soit pas un combat perpétuel contre son propre reflet. Et tu as raison. Ce chemin existe. Il n'est pas pavé de recettes magiques ou de formules creuses, mais d'une compréhension profonde, ancienne et pourtant terriblement actuelle, de ce qui se joue en nous et entre nous. C'est un voyage intérieur que je te propose de faire avec moi, maintenant. Un voyage qui va demander du temps, de la patience envers toi-même. Alors installe-toi confortablement. Laisse cette voix t'accompagner. Et si ce que tu vas entendre résonne en toi, s'il t'apporte un peu de cette clarté que tu cherches, alors reste jusqu'au bout. Abonne-toi à ce canal, active la petite cloche. Parce que ce n'est qu'un début. Une première conversation parmi beaucoup d'autres. Partage cette réflexion avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien, et dis-moi dans les commentaires ce qui, dans ton expérience, fait écho à ces mots. Parce que cette conversation, elle est la nôtre. Parler de timidité, c'est souvent évoquer une faiblesse, un manque. Comme si quelque chose en toi était défectueux, inadéquat. Mais si on changeait de perspective, si on regardait cette sensation non pas comme une faiblesse de caractère, mais comme une intelligence qui s'est fourvoyée, une intelligence aiguë du danger, de l'évaluation sociale, qui fonctionnerait en permanence à plein régime. Imagine un animal dans la forêt. Il est silencieux, aux aguets, il évalue chaque bruit, chaque mouvement. Cette vigilance est une force, elle le protège. En toi, c'est la même mécanique qui est à l'œuvre. Tu scrutes les visages, tu décryptes les tonalités de voix, tu anticipes les réactions. Le problème, ce n'est pas cette intelligence-là. Le problème, c'est qu'elle est tournée contre toi. Elle ne te sert plus à analyser le monde, elle te sert à te condamner par avance. Elle imagine le pire, et le pire, c'est toujours toi, en situation d'échec, de ridicule, de rejet. C'est une forteresse qui, au lieu de te protéger des menaces extérieures, est devenue ta propre prison. Les murs sont hauts, et tu en es à la fois le gardien et le prisonnier. Il y a des siècles de cela, un homme observait cela. Il ne parlait pas de timidité, pas en ces termes. Il parlait de pouvoir, de règne, de conquête. Mais au fond, il parlait de la même chose, de la manière dont un être humain se présente au monde, et du contrôle qu'il peut ou non exercer sur l'image qu'il projette. Cet homme, c'est Machiavel. On en a fait un synonyme de cynisme et de manipulation, mais c'est passé à côté de l'essentiel. Machiavel, avant tout, était un réaliste. Un observateur froid et sans illusion de la nature humaine. Il regardait les princes, les courtisans, les peuples, et il voyait des forces en mouvement, la peur, le désir, l'ambition, la lâcheté. Et il comprenait une chose fondamentale, ce qui compte, ce n'est pas tant ce que tu es, que ce que tu parais être. Ce n'est pas une incitation à l'hypocrisie vide. C'est un constat, brut et essentiel. Dans le théâtre social, la perception est une réalité. Ton sentiment d'infériorité, ta peur de mal faire, ta conviction que les autres voient toutes tes failles, tout cela, pour reprendre sa logique, ce sont des faiblesses que tu exposes sans même t'en rendre compte. Tu deviens, à tes propres yeux et parfois aux yeux des autres, un territoire facile à conquérir, ou à ignorer. Mais voilà, tu n'es pas un prince cherchant à garder son trône. Tu es une personne qui veut juste pouvoir parler en réunion sans que sa voix ne tremble. Qui veut aborder quelqu'un sans que ses mains ne deviennent moites. Qui veut simplement occuper l'espace qui lui revient, sans s'excuser constamment d'exister. En quoi cette vieille pensée peut-elle t'aider? En cela, Machiavel te force à regarder la scène sociale comme un jeu dont il faut comprendre les règles. Non pas pour écraser les autres, mais pour cesser de t'écraser toi-même. La timidité, c'est l'obsession de l'arrière-scène. Tu vis dans les coulisses de ton esprit, perdu dans tes préparatifs anxieux, tes critiques préventives, tandis que sur la scène, ta présence est fantomatique, effacée. Ce que Machiavel suggère, implicitement, c'est de reporter ton attention de l'arrière-scène vers la scène elle-même. De cesser de t'observer toi-même avec la sévérité d'un tyran, et de commencer à observer les autres avec la curiosité d'un stratège. Qu'est-ce qui les fait agir? Quelles sont leurs peurs, à eux? De quoi ont-ils l'air, vraiment,
quand tu les regardes sans le filtre de ta propre anxiété. Tu vas peut-être me dire que c'est cynique, de se mettre à analyser les gens ainsi. Mais est-ce plus cynique que de supposer en permanence qu'ils sont là pour te juger, te trouver en défaut? L'analyse, quand elle est faite avec une forme de détachement bienveillant, est une libération. Elle te sort du rôle de l'accusé perpétuel pour te mettre dans le rôle de l'observateur. Et l'observateur a un pouvoir, celui de ne pas être immédiatement englouti par l'émotion de la situation. C'est une leçon que l'on retrouve, sous une forme très différente, chez les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité qui prônaient l'ataraxie, l'absence de trouble. Marc Aurèle, empereur romain, s'écrivait à lui-même dans ses carnets: « Tu as pouvoir sur ton esprit ou pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Ce n'est pas du désengagement. C'est un recentrage radical. La timidité te dit: « Tu n'as aucun pouvoir. Les autres détiennent tous les cartes. Leur jugement est la loi. » Le stoïcisme, et dans un sens, le réalisme machiavélien, te répondent: « Ton premier pouvoir, et ton seul vrai pouvoir, est de choisir comment tu interprètes la scène. De choisir où tu places ton attention. » Prenons une situation concrète, banale, qui fait peut-être partie de ton quotidien. Tu es à une pause café au travail. Il y a un groupe de collègues qui parlent et rient. Tu es à l'écart, ton café à la main, et tu aimerais te joindre à eux. Mais une voix en toi commence son commentaire: « Ils ont l'air si bien ensemble. Je vais les interrompre. Je ne sais pas quoi dire. Si j'arrive, la conversation va tomber à l'eau. Ils vont me trouver bizarre. » Et tu restes là, à feindre de regarder par la fenêtre ou à pianoter sur ton téléphone. Maintenant, appliquons ce double regard, ce mélange de réalisme et de stoïcisme. D'abord, observe. Vraiment. Regarde leur visage. Est-ce que leurs rires sont forcés? Est-ce que l'un d'eux regarde aussi vers le sol, peut-être mal à l'aise? Est-ce que la conversation semble vraiment si exclusive, ou est-ce juste un bavardage de circonstances? Ensuite, questionne ton interprétation. Ils vont me trouver bizarre. Sur quoi bases-tu cette prophétie? Sur des faits, ou sur une sensation intérieure? Ton pouvoir, ici, n'est pas de contrôler leur réaction, tu ne le peux pas. Ton pouvoir est de décider d'avancer, ou pas. De dire « bonjour », ça parle de quoi, ou de rester silencieux. Mais c'est un choix que tu fais, plutôt qu'une fatalité qui t'arrive. Machiavel dirait que, dans cette microscène sociale, tu as deux forces à gérer, la fortune et la vertu. La fortune, c'est tout ce qui échappe à ton contrôle, l'humeur des collègues ce jour-là, le sujet de conversation, un coup de téléphone qui peut tout interrompre. La vertu, ce n'est pas la moralité, mais ta propre capacité d'action, ta force intérieure, ton vertu. La timidité, c'est quand tu laisses la fortune en l'aléatoire, le jugement présumé des autres dicter entièrement ton comportement. Tu te rends esclave de circonstances que tu ne maîtrises pas. Imposer une présence digne, ce n'est pas dominer les autres. C'est reprendre les rênes de ta propre vertu. C'est décider que ton action, aussi petite soit-elle, sera le fruit de ton propre arbitrage, et non une réaction automatique à la peur. Cela passe par un travail sur l'image. Pas une image fausse, mais une image consciente. Quand tu marches dans la rue, quelle est ta posture? Est-elle fermée, épaules rentrées, regard fuyant? Ou bien est-elle ouverte, le regard à l'horizon, le pas assuré? Le corps n'est pas une simple enveloppe. Il est un langage. Il parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Et il parle surtout à toi-même. La neuroscience l'a montré. Adopter une posture de force, ne serait-ce que 2 minutes, modifie ta chimie interne. Tu sécrètes moins de cortisol, l'hormone du stress, et plus de testostérone, liée à la confiance. Machiavel, sans connaître les hormones, l'avait compris intuitivement. Le prince doit paraître fort, digne, maître de lui. Parce que cette apparence finit par forger la réalité intérieure, et par influencer la perception des autres. Ce n'est pas du théâtre vide. C'est de l'alchimie comportementale. Tu commences par jouer le rôle de la personne confiante, et peu à peu, le rôle te façonne. Tu ne triches pas. Tu t'entraînes. Tu pratiques la présence comme on pratiquerait un instrument. Et puis, il y a la voix. Cette voix intérieure, justement, qui est si souvent ton critique le plus féroce. Elle te murmure des choses que tu ne dirais jamais à ton pire ennemi. Tu es nul. Tu vas échouer. Tout le monde le voit. D'où vient cette voix? Souvent, c'est l'écho lointain de jugements reçus, de moqueries subies, d'attentes trop lourdes portées dans l'enfance. Elle s'est installée en toi comme une autorité. Pour Machiavel, un prince sage doit savoir distinguer entre les conseillers qui le servent vraiment et les flatteurs qui le corrompent. Ta voix intérieure anxieuse, ta timidité, c'est le pire des conseillers. C'est un flatteur pervers, car au lieu de te flatter, il te rabaisse, mais son but est le même,
prendre le pouvoir sur toi. Il te maintient dans un état de dépendance et de faiblesse. Le premier acte de courage, c'est de reconnaître ce conseiller pour ce qu'il est, une partie de toi, certes, mais une partie qui n'a pas ton intérêt à cœur. Et de lui retirer son crédit. Tu ne peux pas la faire taire complètement. Mais tu peux cesser de lui obéir aveuglément. Tu peux lui répondre, je t'entends. Tu as peur pour moi. Mais je vais agir malgré tout. C'est là que la notion machiavélienne de la peur devient fascinante. Il disait qu'il est bien mieux pour un prince d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut avoir les deux. Parce que la crainte est plus stable que l'amour. Transposé à notre sujet, cela nous amène à une question cruciale. De qui ou de quoi as-tu peur? Tu as peur du jugement des autres. C'est une peur viscérale, sociale. Mais as-tu peur de toi-même? As-tu peur de ta propre puissance, de ta propre lumière? Parfois, la timidité est un refuge. Tant que tu restes petit, dans l'ombre, tu ne risques pas d'échouer de manière spectaculaire. Tu ne risques pas non plus de réussir, et de devoir assumer cette réussite, les responsabilités, les regards nouveaux qu'elle attirait. Il est plus confortable, en un sens, de rester l'éternel prometteur, l'être au potentiel inaccompli, que de se jeter dans l'arène et d'affronter le résultat, quel qu'il soit. Donc, il faut peut-être se demander, quelle est la peur qui te gouverne le plus? La peur des autres, ou la peur de toi-même? Et laquelle veux-tu choisir d'écouter? Parce que choisir la peur de sa propre grandeur, aussi terrifiante soit-elle, est un choix qui mène vers l'avant. Choisir la peur du jugement des autres est un choix qui mène vers la réduction de soi. Cela ne signifie pas devenir arrogant, dur, insensible. Une présence digne n'a rien à voir avec la domination ou l'agressivité. Au contraire, regarde certaines personnes qui ont une vraie présence. Elles n'ont pas besoin de crier. Elles n'ont pas besoin de rabaisser les autres. Elles sont simplement là, pleinement, calmement. Leur calme est une force. Leur écoute est active. Elles sont ancrées. D'où leur vient cet ancrage? Il vient de la connaissance de soi. De l'acceptation de leur part d'ombre et de lumière. C'est une idée qu'on retrouve dans bien des traditions de sagesse. Connais-toi toi-même, disait l'oracle de Delphes. Socrate en avait fait le fondement de toute philosophie. Se connaître, ce n'est pas faire une liste de ses qualités et de ses défauts. C'est explorer son propre territoire intérieur avec honnêteté et sans complaisance. Comprendre d'où viennent tes réflexes, tes blessures, mais aussi tes élans, tes passions, ce qui te fait vibrer. Une personne qui se connaît n'est plus facilement déstabilisée par le regard extérieur. Elle sait qui elle est, donc les opinions des autres, qu'elles soient positives ou négatives, ne peuvent plus la définir entièrement. Elles sont des informations, pas des verdicts. Comment construire cette connaissance, ce socle? Par la pratique de l'attention, justement. En éteignant le bruit, parfois. En prenant du temps seul, avec toi-même, sans distraction. Pour simplement être. Écouter le flot de tes pensées sans t'y identifier. Voir passer la peur, la honte, la fierté, le désir, comme des nuages dans le ciel de ta conscience. Tu n'es pas les nuages. Tu es le ciel. Cette métaphore, simple, est d'une puissance inouïe. Elle t'apprend le détachement. Et le détachement, c'est l'antidote à la pression sociale. Quand tu comprends que ton moi, social, celui qui a peur d'être mal jugé, n'est qu'une partie de toi, un rôle, tu commences à respirer. Tu peux jouer ce rôle avec plus de légèreté, plus d'aisance, parce que tu sais qu'au fond, il ne t'épuise pas entièrement. Revenons à des choses très terre à terre. Les conversations, les échanges, le regard des autres. Souvent, la timidité te fait croire que tu es le centre de l'attention des autres, alors qu'en réalité, chacun est le centre de son propre univers. Les gens sont bien plus occupés par leurs propres soucis, leurs propres images, leurs propres peurs, que par l'analyse minutieuse de tes défauts. C'est une libération, de réaliser cela. Tu n'es pas sous une loupe permanente. Tu es un personnage de second plan dans le film de la plupart des gens. Cela peut sembler blessant pour l'ego, mais c'est en fait une immense bénédiction. Cela te rend libre. Libre de faire des erreurs. Libre d'être un peu gauche, libre de ne pas savoir, libre de demander. Parce que l'impact que tu imagines catastrophique, il est, dans la réalité, minuscule, éphémère. Machiavel, dans son analyse impitoyable, aurait vu là une vérité sociale essentielle. Les hommes sont oublieux, égocentriques, et mobiles dans leurs affections. Ils se souviennent bien moins de tes faux pas que tu ne le crois. À moins que tu ne sois un prince, tes actions n'ont pas l'écho que ton anxiété leur prête. Alors, comment avancer? Pas par une transformation brutale, mais par une série de petites conquêtes. Des expériences. Machiavel parle de la fortune comme d'un fleuve en crue qui emporte tout sur son passage. Mais, dit-il, quand les eaux sont calmes, les hommes peuvent construire des digues, des canaux pour orienter le flux,
se protéger des crues futures. Tes petites actions courageuses sont ces digues. Chaque fois que tu regardes quelqu'un dans les yeux en lui parlant, tu construis une digue. Chaque fois que tu exprimes une opinion, même modeste, tu construis une digue. Chaque fois que tu respires profondément avant de prendre la parole, que tu poses tes deux pieds fermement sur le sol pour sentir ton ancrage, tu construis une digue. Ces digues ne suppriment pas le fleuve de la fortune sociale, de l'imprévu, du jugement possible. Elles t'en protègent. Elles créent un espace en toi où tu peux tenir debout, même quand les eaux montent autour de toi. Il y a aussi le travail sur le langage. Le langage que tu utilises envers toi-même, mais aussi le langage que tu utilises vers l'extérieur. La personne timide a souvent un langage qui minimise, qui s'excuse, qui questionne sa propre légitimité. Je ne suis pas sûr, mais... Désolé de te déranger. Ce n'est qu'une idée comme ça. Ce langage est un signal que tu envoies, inconsciemment, aux autres. Un signal qui dit « Mon avis n'est pas important. Ma présence est une intrusion. » Et les autres, souvent, reçoivent ce signal et le traitent comme une information. Ils peuvent alors te prendre moins au sérieux, ou te solliciter moins. C'est un cercle vicieux. Rompre ce cercle, c'est modifier le signal. Non pas en devenant pédant ou arrogant, mais en étant plus direct, plus affirmé dans tes formulations. Dire « je pense que » au lieu de « je ne suis pas sûr, mais ». Dire « j'ai une idée » au lieu de « ce n'est qu'une idée ». Supprimer les « désolé » automatiques qui ne correspondent à aucune faute réelle. Cela demande une vigilance de tous les instants, au début. Cela peut sembler artificiel. Mais encore une fois, c'est un entraînement. Tu rééduques ta voix sociale. Et petit à petit, cette nouvelle manière de parler influence ta manière de te percevoir. Tu commences à te croire toi-même. N'oublions pas la respiration. C'est physiologique, ancestral. Quand tu as peur, ton souffle se bloque, se fait haut et court, dans la poitrine. C'est le souffle de la fuite ou du combat. Pour installer le calme, il faut retrouver la respiration ventrale, profonde, lente. La respiration du repos, de la sécurité. Avant d'entrer dans une situation qui t'inquiète, prends 2 minutes. Ferme les yeux si tu peux. Pose une main sur ton ventre. Inspire lentement par le nez, en sentant ton ventre se gonfler comme un ballon. Puis expire encore plus lentement par la bouche, en sentant le ballon se dégonfler. Fais cela 5 fois. Tu vas envoyer un signal massif à ton système nerveux. Tout va bien. Je suis en sécurité. Je peux faire face. C'est un outil de maîtrise de soi que tout prince, au sens machiavélien, devrait connaître. Car un prince qui ne maîtrise pas ses propres réactions physiques est à la merci du premier événement venu. Maîtriser son souffle, c'est reprendre le contrôle de la forteresse de son propre corps. Et puis, il y a l'art de la préparation. Machiavel ne cessait d'étudier l'histoire, les exemples du passé, pour anticiper les situations futures. Toi, tu peux préparer les situations sociales qui t'intimident. Un entretien. Prépare tes points, entraîne-toi à les dire à haute voix devant un miroir. Une fête. Et en tête 2 ou 3 sujets de conversation neutres et ouverts. Qu'est-ce qui t'a amené ici? As-tu vu ou lu ou rêvé quelque chose d'intéressant récemment? Cette préparation n'est pas une rigidité. C'est une armure légère qui te donne de l'assurance. Elle te libère de l'angoisse de l'imprévu total, parce que tu as un socle, un point de départ. Ensuite, une fois dans l'action, tu peux lâcher cette préparation, t'adapter, suivre le flux. Mais tu y entres avec un capital de confiance. Il faut aussi parler des échecs. Parce qu'il y en aura. Des moments où tu auras l'impression de régresser, où une situation te prendra au dépourvu, où la vieille anxiété refera surface avec une force terrifiante. C'est normal. C'est humain. La voie n'est pas linéaire. Ici, la pensée de Machiavel rejoint encore une sagesse plus large. Il faut savoir être un renard et un lion. Le lion use de la force brute, le renard de la ruse. Dans ton parcours, parfois, il faudra la force du lion, affronter de front, dire non, poser une limite. D'autres fois, il faudra la ruse du renard, contourner, prendre son temps, choisir ses batailles, se donner la permission de reculer pour mieux sauter. Un échec, une rechute dans la timidité, ce n'est pas la preuve que tu n'y arriveras jamais. C'est une information. Analyse-la avec le détachement de l'observateur. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Quelle était la peur précise? Que peux-tu apprendre pour la prochaine fois? Traite-toi comme un allié qui cherche à comprendre, pas comme un juge qui cherche à condamner. Petit à petit, en faisant ce travail, quelque chose d'essentiel va se déplacer en toi. Tu vas passer d'une logique de déficit à une logique de ressources. La timidité partait du principe que tu manquais de quelque chose, de confiance, de charisme, de légitimité. La nouvelle perspective te montre que tu as des ressources, une capacité d'observation, une sensibilité aux autres,
une prudence qui, bien canalisée, devient sagesse. Tu as aussi, en toi, une force d'action, une vertu qui ne demande qu'à être exercée. C'est un changement de narratif intérieur total. Tu n'es plus le héros défaillant d'une histoire tragique. Tu deviens l'architecte, lent et patient, de ta propre présence au monde. Cela affecte tes relations. Quand tu cesses d'être obsédé par ce que les autres pensent de toi, tu deviens capable de les voir vraiment. Tu deviens capable d'une écoute plus authentique, d'une attention plus généreuse. Ta présence devient un cadeau pour les autres, parce qu'elle n'est plus vorace, en quête de validation. Elle est offerte, simplement. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les autres commencent souvent à te percevoir comme plus fort, plus digne, plus charismatique. Parce que tu n'attends plus rien d'eux. Tu es là, entier. Cette forme de détachement actif, ce non-attachement au résultat social immédiat, est une puissance immense. C'est la vraie dignité. Elle ne se mendie pas. Elle se construit, de l'intérieur. Imagine-toi dans 6 mois, 1 an. Imagine que tu as pratiqué ces petites choses, jour après jour. Tu n'es pas devenu un extraverti forcené. Tu es toujours toi. Mais tu as intégré une aisance. Tu entres dans une pièce, et au lieu de scanner immédiatement les menaces, tu observes la pièce avec curiosité. Tu cherches un visage ouvert, un signe. Ta respiration est calme. Tes épaules sont relâchées. Tu sais que tu as le droit d'être là, au même titre que les autres. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ta simple présence, tranquille, est une affirmation. Les conversations deviennent des échanges, pas des examens. Tu peux te taire sans que ce soit lourd. Tu peux parler sans que ce soit forcé. Tu as fait la paix avec le fait que tu ne plairas pas à tout le monde, et que ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être en accord avec toi-même, dans l'action et dans le repos. C'est un long chemin, je le sais. Il n'y a pas de fin. C'est une pratique, comme la méditation ou la maîtrise d'un article. Certains jours seront lumineux, d'autres gris. L'important, c'est la direction. Chaque pas compte. Chaque fois que tu choisis le courage plutôt que la peur, même un tout petit courage, tu renforces ton esprit. Tu sculptes ton caractère. Tu deviens, à tes propres yeux, une personne digne de respect. Et c'est de là que tout part. Le respect des autres vient ensuite, presque comme une conséquence naturelle, mais il ne doit jamais être le moteur. Le moteur, c'est le respect de soi. Alors, je voudrais te laisser avec cette pensée, qui synthétise tout cela, vaincre la timidité et imposer une présence digne, ce n'est pas une guerre contre les autres. Ce n'est même pas une guerre contre une partie de toi. C'est un processus de réconciliation. Réconciliation avec ta propre sensibilité, que tu apprends à protéger sans l'étouffer. Réconciliation avec ta force, que tu apprends à exercer sans brutalité. Réconciliation avec le monde, que tu apprends à voir tel qu'il est, avec ses dangers mais aussi ses immenses possibilités de connexion et de beauté. Tu deviens un réaliste bienveillant. Un observateur engagé. Un acteur de ta propre vie, conscient du jeu social mais non plus son pantin. C'est là que réside la vraie liberté. Une liberté intérieure, calme, inébranlable. Une liberté qui te permet de dire, au fond de toi, je suis ici. Pleinement. Et cela me suffit. Cette conversation n'est qu'un point de départ. Elle est dense, elle est longue, et je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Si ces mots ont trouvé un écho en toi, s'ils t'ont apporté un peu de clarté ou de réconfort, alors notre lien commence ici. Abonne-toi à ce canal pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Active la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle voix viendra t'accompagner sur ce chemin. Partage cette réflexion avec quelqu'un qui, comme toi, cherche à se tenir droit dans le monde. Et dans les commentaires, dis-moi quelle est la petite digue que tu vas commencer à construire aujourd'hui. Parce que c'est ensemble, en partageant nos expériences, que nous avançons le mieux. Prends soin de toi. Et souviens-toi, la forteresse la plus importante à conquérir et à préserver, c'est celle qui est en toi. À très bientôt.